Bureau. Bonjour Stéphane. Salut Mario. Première pour la France, première, nous dit-on, pour l'Union européenne, j'ai pas vérifié, mais qu'un chef de gouvernement soit incarcéré. Tu te rappelles, il y a peut-être 3 semaines, tu me posais la question, est-ce qu'il est seulement possible de concevoir qu'un jour un ancien président de la République, en l'occurrence M. Sarkozy, Nicolas de son prénom, puisse être incarcéré, se retrouver derrière les barreaux dans une cellule qui, disons-le, aura une surface totale de 9 ou 10 mètres carrés. Est-ce que c'est concevable? Est-ce que c'est possible? C'est non seulement concevable ou possible, c'est aujourd'hui confirmé. C'est arrivé ce matin, un événement qui s'est passé sous les yeux éberlués de la presse mondiale et des Français. À 8h30, il quittait la maison, escorté par des motards et des caméras, comme ça a été le cas lorsqu'il avait été sacré président de la République. Je ne sais pas si tu as souvenir de ces images où, après sa victoire, il y avait toutes sortes de caméras avec des motocyclistes qui l'accompagnaient pour remonter jusque là où il allait célébrer sa victoire. Ben, c'est exactement l'inverse aujourd'hui, en creux. C'était l'image négative de ce qu'il a vécu quand il a été sacré président. C'est, je ne dirais pas la déchéance, parce que il s'y est rendu la tête haute. Ça a été très théâtralisé, mise en scène. Il a descendu l'allée devant chez lui, en marchant tranquillement, main dans la main avec son épouse, Carla Bruni, pour être bien certain qu'on puisse prendre la mesure de ce qui s'y passait. Il y avait une petite foule réunie qui l'attendait sur la place où la voiture de service était là aussi. Petite foule qui était composée de la famille. C'était un appel qui avait été lancé par ses fils qui disait appuyons Nicolas Sarkozy avant qu'il n'arrive à la prison de la santé, donc peut-être 100, 150 personnes qui ont chanté quelques minutes plus tôt la Marseillaise. Il n'a pas fait de communication publique devant les journalistes qui étaient évidemment réunis à sa sortie de la résidence, mais quelques instants plus tard, alors qu'il était dans sa voiture, communication sur X, où il disait que c'était son chemin de croix, qu'il y allait fièrement, convaincu de son innocence, qu'il y allait en prison, convaincu de son innocence, qu'il se battrait jusqu'à son dernier souffle. Puis la dernière image qu'on a eue, ben, c'est la voiture qui franchissait la porte de la prison de la Santé et qui s'est refermée derrière lui. C'était il y a quelques heures ce matin. Depuis, on sait que ses avocats ont officiellement demandé l'appel, ce qui normalement devrait être entendu dans les prochaines semaines, 3 semaines ou un mois, qui pourrait permettre sa libération en attendant le procès en appel, puisqu'il n'est pas au bout de ses recours. Donc, c'est quelqu'un qui est condamné, mais encore présumé innocent, puisqu'il a toujours un recours d'appel. Mais quand le jugement a été servi, il y avait une exécution immédiate. C'est-à-dire que les juges disaient, même s'il décidait d'aller en appel, il devra immédiatement commencer à servir sa sentence. Et là, ben, la procédure pourrait permettre, effectivement, si la Cour d'appel entendait ses avocats, pourrait permettre qu'il soit libéré dans l'attente de son prochain procès. Mais dans tous les cas de figure, Mario, il va être en prison pour au minimum un mois. Et ça divise la France, là. Même dans tous les camps politiques. Bon, il y a ceux qui sont comme contents, justice a été rendue. Il y a quand même beaucoup de gens là, qui défendent Sarkozy, qui achètent la thèse que ce serait une espèce de règlement de compte ou de procès politique. Ben, ça fait penser à ce qu'on entend autour de Trump, là. Le parallèle est bon. Il a été aussi reconnu coupable, Donald Trump, dans l'affaire de malversation, en fait, de financement illégal de campagne électorale. C'était une procédure un peu tirée par les cheveux. Il n'y avait pas beaucoup de précédents, mais néanmoins, c'est l'affaire Stormy Daniels où aurait acheté le silence de Stormy Daniels pour éviter que ça n'éclabousse sa campagne électorale. C'était évidemment il y a très longtemps. Mais en tout respect, mais l'affaire Sarkozy, c'est beaucoup plus gros, là. Il aurait obtenu 50 millions de financement de la Libye avec le beau-frère emprisonné pour avoir fait tomber des avions. Non, mais tu sais, avec le beau-frère de Kadhafi emprisonné comme terroriste qui aurait servi d'intermédiaire. Puis là, tu reçois 50 millions en échange de quoi tu vas rétablir sur le plan diplomatique la Libye,
tu sais, je veux dire, c'est comme, Mhm. c'est pas Je beau suis du tout, entièrement là. d'accord. C'est absolument pas beau. La gravité est absolument incomparable. L'affaire Trump, à côté de ça, pour laquelle il a été reconnu coupable, c'est véniel. Dans ce cas-ci, c'est des dizaines de millions d'euros qui auraient servi, présumément, à financer la campagne électorale de Nicolas Sarkozy en 2007, en échange, effectivement, d'une réhabilitation du dictateur libyen, des affaires qui se seraient magouillées en 2005 par l'intermédiaire de conseillers proches de Nicolas Sarkozy. Il faut voir que dans le jugement, 3 des 4 chefs d'accusation sont tombés, y compris financement illégal de sa campagne électorale. Tout ça a été rejeté. Le seul chef d'accusation qui reste, c'est toujours un peu le petit wagon que t'accroches quand tu as des doutes, c'est association de malfaiteurs. C'est un peu bateau, mais ceci étant dit, t'as raison, très, très, très sérieux, c'est différent, mais il n'y a pas un sou de cet argent sale qui a jamais été trouvé nulle part, pas un seul euro. Les juges sont arrivés à le reconnaître coupable sur ce qu'on appelle un faisceau d'indices, c'est-à-dire que des preuves déterminantes, il y en a pas, mais un ensemble de circonstances qui toutes convergent et qui donnent à penser effectivement qu'il est Que coupable. c'est D'ailleurs, arrivé, là. certains des co-accusés ont été reconnus à plus d'un chef d'ailleurs, mais Nicolas Sarkozy seulement pour association de malfaiteurs. Le principe, quand tu disais la classe politique, c'est pour l'instant, parce qu'il n'est pas allé au bout de ses recours, il est toujours considéré comme possiblement innocent et les juges, eux, ont décidé qu'il y avait un risque, puis là, on peut chercher où est le risque, destruction de preuves. Ça fait 12 ans que cette affaire-là roule. Les preuves, s'il y en avait, elles auraient été trouvées. Ou alors qu'il pourrait choisir de se représenter à une élection parce qu'il est interdit d'élection. Il n'y a pas de chance que ça se produise non plus. Et c'est beaucoup là-dessus que la classe politique se divise. C'est-à-dire cette espèce de traitement de défaveur contre Nicolas Sarkozy pour bien montrer qu'il n'y a pas de justiciables qui sont au-dessus des lois. Et quant à la classe politique, je commencerai par le président de la République, dans une position très embêtante, ne veut pas avoir à se mêler publiquement du cours de la justice, mais a reçu, on l'a appris hier, privément, Nicolas Sarkozy, vendredi, à l'Élysée, et le garde des Sceaux, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, qui très publiquement a dit qu'il rendrait visite à la prison de la Santé au président sous prétexte de s'assurer que ses conditions d'incarcération sont impeccables, mais c'est aussi un message fort. Ils sont pas exactement de la même famille politique, ce sont des gens qui ont déjà été de la même famille politique, et Gérald Darmanin, donc, qui envoie un signal, c'est un ami, et tout ministre qu'il soit, d'ailleurs aujourd'hui, la magistrature en France, un peu déconcerté et dit que ça crée des apparences qui peuvent donner l'impression que la balance de la justice n'est pas parfaitement là où elle devrait être, c'est-à-dire penchée d'aucun des deux côtés. Je Mais comprends, c'est ce qui se c'est passe. spécial. Je comprends, Stéphane, que tu as croisé ce matin sur les plateaux, tu as croisé les avocats de Sarkozy? Un de ses avocats, qui était d'ailleurs dans la voiture après, jusqu'à la prison de la Santé. Les avocats de M. Sarkozy, on le comprend, qui parlent d'un jour funeste pour la France, qui s'inscrit d'ailleurs dans une série de circonstances entre le braquage avant-hier au Louvre, tu me diras quel parallèle. En fait, c'est l'image de la France, des circonstances politiques d'incertitude extrême, incapacité de s'entendre sur un budget, principal acte du deuxième mandat d'Emmanuel Macron, qui était la réforme des retraites, qui est abandonnée. Tout ça ensemble ne donne pas la meilleure des réputations au pays. Et aujourd'hui, l'incarcération de l'ancien président. Alors, ces avocats, on le comprend, c'est leur position. Ils ont livré un combat, 3 mois de procès. Ça fait 12 ans que cette affaire-là dure. Considèrent que les droits de leurs clients ont été d'une certaine façon bafoués, qui ne pouvaient pas, avant qu'il arrive à la prison, demander d'en appeler de ce jugement qui fait qu'il doit commencer à purger sa peine, même si l'appel est entendu. Donc, très impatient aussi de savoir si dans 3 semaines, un mois, il pourra peut-être être libéré en attendant son procès en appel. Des avocats, disons-le, qui avaient la face longue. Ouais, ouais, ouais. Finalement, du nouveau sur le front de l'Ukraine?
Absolument. Les pays européens, la coalition des volontaires qui disent être tout à fait d'accord à ce qu'a prononcé ou a demandé Donald Trump la semaine dernière quand il a rencontré Volodymyr Zelensky, c'est-à-dire l'arrêt des combats à la ligne de front. Et c'est une évolution de la part des Européens qui serait le début d'un cessez-le-feu et d'une négociation, mais qui témoigne peut-être aussi, je dirais, d'une inquiétude au sein de la coalition qui n'est peut-être pas aussi enthousiaste qu'elle le dit officiellement sur la capacité que pourrait avoir l'Ukraine à repousser les troupes russes. Alors on dit on veut surtout épingler Donald Trump sur sa déclaration, forcer Vladimir Poutine à se commettre. Est-ce que si c'est apparemment le sens des conversations que Poutine et Trump ont eues ensemble la semaine dernière, cette idée qu'on pourrait arrêter à la ligne de front, parce que Vladimir Poutine a dit il faudra aussi rétrocéder des portions de territoire dans les provinces, les oblasts, qui n'ont pas encore été conquises par les Russes. Et là, on dit non, 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 on arrêterait à la ligne de front. C'est donc dire qu'il y a des portions convoitées par la Russie qui seraient abandonnées, laissées sur la table. Je pense que ce que veulent surtout faire les Européens, c'est de forcer d'abord un cessez-le-feu et deuxièmement, arrêter l'hémorragie du côté ukrainien, puis ensuite, peut-être, l'espoir, reprendre l'initiative. Mais ça dit indiscutablement, Mario, que les prochains jours, jusqu'à la rencontre en Hongrie entre Vladimir Poutine et Donald Trump, vont être fertiles en rebondissements. Et il y a Volodymyr Zelensky qui a d'ores et déjà dit que lui était prêt à se présenter, qu'il sera en coulisses au garde-à-vous s'il fallait qu'on l'invite à cette réunion entre les deux chefs des superpuissances. Il serait prêt à se rendre à Budapest. Hey, merci Stéphane.